qui ont composé le cinéma. Il y a chez Bertrand Tavernier, moi j'ai découvert son cinéma avec Que la fête commence il y a quelques années maintenant. Et grâce à ce film, j'ai appris à connaître l'homme et à connaître ses écrits. Nous en discutions avec Madame Tavernier, 50 ans de cinéma américain, tout comme amis américains, pardon, sont véritablement des bibles pour jeunes étudiants, pour amoureux du cinéma, tout simplement. Et quand on revoit les images, les photographies de Bertrand Tavernier, ou quand on a assisté à ses conférences, à ses masterclass, il le faisait avec une sagesse, une infinie sagesse, une profonde humanité, et il n'y avait nullement chez lui, du moins c'est la sensation que j'avais moi, mais qui je pense était partagée par les auditoires, que ce soit des adultes ou même des enfants, parce qu'il savait parfaitement se mettre à hauteur des enfants pour parler de cinéma. Il le faisait avec voilà, une extraordinaire tendresse, une passion, et j'avoue, j'ai une belle collection de Blu-ray chez moi, et notamment de western. Et Bertrand Tavernier fut le commentateur principal de la collection de western parue chez Sidonis, produite par Alain Carador, ce qui m'a permis de revoir, découvrir plein de westerns. Et parfois, sur un petit sujet, il y avait des milliers d'anecdotes, en fait, de la part de Bertrand Tavernier, qui connaissait absolument tout, du réalisateur, du tournage, où est-ce que ça a été tourné, pourquoi c'était l'actrice qui n'a pas été prise, et plutôt celle-ci. Et il ne le faisait jamais dans une posture d'universitaire ou d'intellectuel pur, comme on dit, mais il le faisait avec cette foi. Et c'est finalement ça qui permet de traverser les âges et qui va se perpétuer. Sa mémoire va perdurer à travers ça. Et finalement, ce voyage ce soir que voilà, je souhaite faire avec vous, mais je souhaite ardemment le partager avec vous, madame, qu'on puisse échanger, essayer voilà, de vous faire connaître encore un mieux ou un petit peu mieux qui était l'homme Bertrand Tavernier, sa cinéphilie. Alors je vous propose finalement de commencer voilà, par une photographie qui me plaît beaucoup parce qu'elle traduit parfaitement bien Bertrand Tavernier. Et je trouve qu'il... Je vous en prie, madame. Il y a beaucoup de sagesse et il y a surtout ce regard de l'homme qui pense le cinéma. Ce n'est pas l'homme qui va l'intellectualiser, c'est plutôt l'homme qui va le transmettre. Et je trouve que cette image traduit parfaitement bien tout le parcours de Bertrand Tavernier depuis les années 50 jusqu'à nos jours. Donc Bertrand Tavernier, comme vous le voyez, est né en 1941. Et très rapidement, il va créer ce qu'on appelle un ciné-club. Dans les années 50, le cinéma américain et français, ou européen de manière générale, n'a pas encore vécu la révolution du modernisme avec les nouvelles vagues, que ce soit la nouvelle vague américaine et surtout la nouvelle vague française, vous savez, celle de François Truffaut, de Godard, de Chabrol. Ils n'ont pas encore tourné leur premier film. En revanche, chacun, que ce soit du côté des cahiers du cinéma comme du côté de Positif, c'était les deux revues de cinéma par excellence à cette époque-là, c'était deux manières d'écrire le cinéma, de réfléchir sur le cinéma, de critiquer celui-ci. Et quand on parle de critique à cette époque-là, c'était nullement, on va dire, de l'argumentaire de bas étage. On était dans la réflexion autour du cinéma. Le cinéma est devenu adulte. Et tous ces hommes ont créé des ciné-clubs. Et plus particulièrement, Bertrand Tavernier a voulu déjà très rapidement faire part de cette cinéphilie. Et cette cinéphilie va passer par le McMahon, qui est une salle qui a été ouverte en 1938, qui est l'une des grandes salles de la cinéphilie française. Donc là, j'ai repris cette image avec le film de H.C. Potter, Elsa Poppin, qui est une grande comédie burlesque américaine. Et Bertrand Tavernier avec Pierre Rissian vont très régulièrement fréquenter ces salles pour découvrir le cinéma américain. Vous savez, début des années 50, le cinéma américain, que ce soit les films noirs et même les westerns qui ont été tournés dans les années 40, n'ont finalement été découverts que durant cette période-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la guerre, il n'y a pas eu nécessairement de diffusion, de distribution en France, et ça a été l'occasion de découvrir des œuvres qui avaient déjà 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans même, et qui arrivaient chez nous
en France. Et cette diffusion, cette transmission va d'abord se faire à travers donc, ces salles de cinéma, donc notamment le McMahon. Je vous ai repris l'intérieur de la salle. Et très rapidement, donc Bertrand Tavernier va fonder, avec l'équipe du Nickelodeon, un vrai ciné-club. Donc le seul objectif était de faire connaître d'abord le cinéma américain, ensuite bien évidemment le cinéma français européen, et très rapidement ils vont commencer à sortir les comédies musicales, puisque Bertrand Tavernier était très attaché à la comédie musicale et notamment à Vincente Minnelli. C'est l'une des raisons pour laquelle il avait projeté le film Tous en scène, qui est l'une des grandes comédies musicales avec Sid Charisse, notamment du début des années 50. Et tout au long de sa vie, Bertrand Tavernier était véritablement attaché à ces grands classiques du cinéma américain. Comédie musicale, comédie, film noir, film policier et ensuite western. Et ce ciné-club va créer véritablement une émulation, va agréger véritablement un certain nombre de personnes, des amateurs éclairés, des gens qui ont envie de découvrir le cinéma. Et il va le faire à travers des diffusions, parfois 3, 4, 5, 6 films par jour. Et très rapidement, ce club va s'agrandir et va véritablement s'ancrer dans le panorama de la culture française. On est dans les années 50, c'est la 4e République, il y a les soubresauts politiques qui existent, mais à côté de ça, il y a véritablement une culture qui s'ancre, qui passe à la fois par le cinéma, le visuel, par l'écrit, la critique, les revues. Il n'y avait pas que les cahiers du cinéma et positifs, il y en avait d'autres. Et très rapidement, Bertrand Tavernier va s'imposer comme celui qui va transmettre, celui qui va passer et faire découvrir. Alors le Nickelodeon, en fait, sa force, on va dire, sa conviction était de diffuser tout le cinéma. Il n'y avait pas d'un côté ce qu'on pouvait appeler le cinéma d'auteur un peu intellectuel, tel que les cahiers du cinéma ont pu le mettre en exergue, notamment dès la fin des années 50, début des années 60, où d'un côté il y avait le cinéma de papa, tel que Godard le décrivait, c'est-à-dire les films de Jean Delannoy par exemple, qui étaient fracassés par la critique des cahiers, et d'un côté les films d'auteur qui étaient beaucoup plus portés au nu. Non, Bertrand Tavernier, lui, souhaitait faire découvrir tous les cinémas. Et à travers le Nickelodeon, il va autant diffuser des films de Henry King, pardonnez-moi pour la faute d'orthographe, faute de frappe plutôt, que des films italiens de série B, les Vittorio Cotafavi, c'est-à-dire des films historiques, des péplums. Il va faire découvrir également Fellini, Antonioni, à côté de cinéastes de série B. Mais pour Bertrand Tavernier, il n'y avait pas de différence entre des cinémas de grosse production, avec des ambitions, et des films beaucoup plus populaires, divertissement. Quand on écoute encore ces interviews très récentes, on se rend compte à quel point il était attaché à ne pas créer d'inégalité entre les cinémas. Les années 50 est véritablement le début de cette cinéphilie, et des hommes comme Tavernier, comme Rissian, mais comme d'autres également, étaient véritablement là pour l'imposer dans le panorama de la culture et des arts français. Donc, en découvrant tous ces films, très rapidement, Bertrand Tavernier va créer des amitiés, des connaissances. Il va donc, outre ses activités dans les années 50, début des années 60, à la fois de critique, de passeur, de cinéma, il va ensuite devenir agent aux côtés de distributeurs, de producteurs de films, d'acteurs, de réalisateurs. Et c'est à partir de cette époque-là, avec notamment Pierre Rissian, devenant attaché de presse, qui va poursuivre à la fois un travail de critique et d'historien du cinéma, mais aussi va amener le cinéma américain et les hommes qui ont fait le cinéma américain en France. Il va devenir distributeur, notamment de Shock Corridor de Samuel Fuller, puisque Bertrand Tavernier s'était pris de passion pour le Jugement des Flèches de Samuel Fuller, qui est un des plus beaux westerns de cet auteur, et 40 tueurs, qui avait été tourné en 1957. Et Samuel Fuller, déjà dans les années 60, après avoir connu de beaux succès critiques et publics dans les années 40-50, avait du mal à imposer un certain nombre de films. Et Bertrand Tavernier, avec Pierre Rissian, ont proposé de distribuer Shock Corridor, qui est un film qui raconte l'histoire d'un journaliste qui décide de s'immerger dans un asile psychiatrique pour découvrir un assassin,
et petit à petit il va être happé par ce monde, et le film finalement dénonce un univers de folie, quasi carcéral, c'est très métaphorique, et le film avait beaucoup de mal à trouver de distributeur en France. C'est grâce à Bertrand Tavernier et à Pierre Rissian qu'il a pu être distribué. Si je dis des bêtises, Madame Tavernier, vous me le dites. Non, c'est très bien. C'est parfait. Voilà. Et puis, cette cinéphilie, vous voyez, elle commence parfois dans les années 50 et puis elle se poursuit jusque dans les années 2010, puisqu'on voit Pierre Rissian et Bertrand Tavernier entourer Clint Eastwood. Voilà, en 2016, fort probablement pendant l'hommage qui lui a été rendu à l'Institut Lumière à cette époque-là. Clint Eastwood qui avait déjà 86 ans à l'époque, parce qu'il est de 1930. C'est à Telluride, en fait. C'est à Telluride, au festival de Telluride. Merci beaucoup. En 2016. Du coup, parce que le festival de Lumière, c'était 2009. C'était 2009. Elle est belle, cette photo, elle est super. Elle est belle, hein, ouais. Alors, voici par exemple des reproductions, donc des exemplaires des cahiers du cinéma au début des années 60, au sein desquels Bertrand Tavernier écrivait donc des articles, des commentaires, il voulait faire connaître. Son but, c'était pas véritablement, tout à l'heure je vous parlais d'historien du cinéma, mais c'est la noblesse de l'historien du cinéma, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement d'analyser, de critiquer, c'est véritablement de faire connaître, de faire partager, de susciter la curiosité et l'émotion. Et c'est la raison pour laquelle ces commentaires, finalement, dans toutes ces revues, d'autant plus les cahiers dans les années 60 qui commençaient à se mettre en posture ultra-intellectuelle, il y avait une vraie dimension en plus très politique dedans, hein, dans les cahiers du cinéma. Bertrand Tavernier, à la différence des autres auteurs, hein, même les Godard, les Truffaut, se mettait une nouvelle fois accessible à tous les publics. Et c'est la raison pour laquelle, quand on relit ses premières critiques et commentaires des années 50-60, elles demeurent d'une acuité et d'une modernité qu'on ne retrouve pas nécessairement dans certaines critiques de Godard ou de Truffaut, par exemple, qui taillaient dans le vif. Hein, il faut lire certaines critiques consacrées à Jean Delannoy, à René Clément, même l'auteur de Plein Soleil, qui se faisait tailler par Jean-Luc Godard, alors que Bertrand Tavernier portait au nu des gens comme Deray, comme Clément, et à juste titre. Aujourd'hui, quand on revoit Plein Soleil, on le voit avec une extraordinaire modernité. Avec la différence, je vous en prie, madame. Qui disait du cinéma anglais, il n'y a pas de cinéma anglais. Et qui n'est jamais revenu, et ça fait encore des émules qui pourraient être à la mode de cette époque révolue, disent, alors qu'il y avait un cinéma anglais incroyable. Totalement. De Michael, voilà, il y a une histoire des comédies british et tout ça, qui sont des merveilles. Donc il y avait une espèce de... C'est vrai que Bertrand était toujours du côté des films et pas d'une ligne directrice, d'une chapelle, c'était pas des thèses que certains ont suivies. C'était lui, était toujours du côté de chaque film. Ça, c'était sa vraie gourmandise. Et jamais avec une... Ouais. C'est ce qui permet, madame, vous décrivez tel que moi, je le vois avec mes yeux de cinéphile. C'est ça qui a permis de passer de génération en génération, vraiment. Il n'y avait pas de chapelle, sachant que dans les deux revues, il y avait des chapelles bien définies. Hein. Et ce qui n'est pas démodé aujourd'hui. Ouais. Effectivement, on rencontre des gens jeunes, cinéphiles, du coup, il n'est pas démodé. Il n'était pas à la mode, pas dans l'air du temps, mais dans sa passion, c'est très juste. C'est ça qui est passionnant, justement, de pouvoir sortir de ce cadre, de cette ligne, parce que les cahiers du cinéma, notamment... J'apprécie beaucoup les analyses, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, les années 60, c'est devenu très dogmatique et c'est coupé d'un certain public. Cette revue s'est coupée. Ouais. Donc, au-delà de la critique, on arrive aux rencontres. Amis américains, c'est une Bible. Je l'ai dans ma bibliothèque, c'est publié chez Actes Sud, je crois qu'il doit faire plus de 1000 pages, un énorme format A3, enfin un ouvrage extraordinaire, c'est une Bible. Une Bible pour tous les amoureux du cinéma américain. Parce qu'une nouvelle fois, à travers cet ouvrage, Bertrand Tavernier va à la fois actualiser les rencontres, les interviews, qu'il avait pu faire avec tous les cinéastes, qui pas uniquement, il y a aussi des scénaristes, on va y venir, qui étaient dans cet ouvrage, mais également apporter un regard avec un recul critique, distancié, 30 ans, 40 ans, 50 ans après. Et ce qui est particulièrement beau dans cet ouvrage, c'est au-delà des illustrations, ce sont surtout les correspondances qui sont reproduites entre Bertrand Tavernier et les réalisateurs américains.
Et qui plus est, les rencontres particulièrement touchantes qui ont pu se faire entre Bertrand Tavernier et il y a 15 ans, ou Samuel Fuller, ou Delmer Daves, qui était un réalisateur américain, notamment des Passagers de la nuit avec Bogart et Bacall, que Bertrand Tavernier adorait, je crois, par-dessus tout. C'est vraiment ce qui en ressort. Et surtout, il se parlait non pas de cinéaste à cinéaste, ou de critique à critique, mais il se parlait d'amis à amis, d'amoureux de cinéma. Et on se rend compte à travers ces correspondances qu'il ne parlait pas uniquement de cinéma, il parlait aussi de tout ce qui entourait les arts, la culture, l'histoire, la vie. Il y avait beaucoup d'intimité dans ces correspondances, j'en ai relu quelques-unes avant de préparer cette présentation, et ce qui en ressort est profondément touchant. Et moi, ce qui m'a profondément marqué dans ces correspondances et à travers les interviews, c'est le respect que pouvait avoir Bertrand Tavernier devant tous ces géants du cinéma américain qui avaient déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de carrière. Bertrand Tavernier n'était pas encore cinéaste, je vous rappelle, il commencera en 1974. Il était agent de publicité, de presse. Il les connaissait à travers les films qu'il avait vus. Et ces films qu'il admirait lui ont donné envie de les rencontrer. Et c'est ce que raconte Ami américain. Et je trouve que ce titre est absolument sublime parce que voilà, c'est pas des réalisateurs, c'est de l'amitié qui est née parfois plus facile, parfois plus profonde, parfois plus, voilà, ça dépend des personnalités. Mais il est étonnant de voir comment il passe de John Ford à Howard Hawks, à Robert Parrish avec qui il a co-tourné un film. Bref, moi c'est ce qui m'a véritablement touché à travers cela. Et l'admiration de Tavernier pour John Ford, dont on retrouve ici des notes d'attaché de presse, en fait, où Bertrand Tavernier nous parle de John Ford, de la manière dont il ressent son cinéma. À cette époque-là, en 1966, John Ford ne tourne plus. Son dernier film, c'était Frontières chinoises, tourné en 1965. La Chevauchée fantastique, c'était déjà très loin. My Darling Clémentine également. Ou L'Homme tranquille, que j'ai revu avec John Wayne et Maureen O'Hara en Irlande. Voyez-le, c'est sorti en Blu-ray, c'est magnifique. Et Bertrand Tavernier parle de toute son admiration pour le cinéma de John Ford et surtout pour l'humanité qui traversait l'œuvre de Ford. On a parfois coutume aujourd'hui de réduire un peu cet illustre cinéaste américain à ses westerns. Au-delà de ça, il y a des adaptations formidables, Les raisins de la colère d'après Steinbeck, Qui a été verte ma vallée. Il y a des films magnifiques, dramatiques, et c'est ce qui ressort véritablement des notes de Bertrand Tavernier dans cette reproduction que vous avez ici, et John Ford, qui est sur votre droite, qui était l'un des 4 borgnes d'Hollywood, qui arrive à me citer les 3 autres. André de Tos. On est là. Là, il y a un bug de 3 autres. Alors, Ford, de Tos. Là, j'ai un bug. Raoul. La fatigue. Raoul Walsh. Raoul Walsh. Ouais, également. Et puis. Le 4e, attendez, du coup, c'est moi qui me trompe les mains. Il y a Walsh, il y a Ford, il y a De Tos et c'est le 4e qui me manque. Allez, qui? Il n'y a pas l'allemand là qui avait un truc là qui s'est retrouvé à Hollywood, là, comment il s'appelait? C'est André De Tos. Non. Non? Non. Ah, zut. Il faut qu'on retrouve ça. Là, j'ai trop de mémoire. Alors, il y a une anecdote sur les borgnes, je me permets juste une parenthèse, concernant Raoul Walsh. Raoul Walsh, vous savez, c'est notamment le réalisateur de La Belle Espionne, avec Yvonne de Carlo, de L'Enfer est à lui avec James Cagney, qui est un polar fabuleux. Et Walsh était un réalisateur, c'était un homme, on va dire, un aventurier, un homme littéraire en plus, mais quelqu'un qui savait se faire respecter. Et il ne pouvait surtout pas supporter les producteurs sur les tournages de ses films. Et en 1932-33, il tournait, alors je ne sais plus quel film, et puis il y a le producteur, je crois que c'était un producteur de la Paramount, qui n'arrêtait pas de venir sur le tournage. Un jour, il l'a fait venir à la cantine, Raoul Walsh. Il y avait une soupe qui était servie, il avait en face de lui le producteur. Il a soulevé sa lunette, je ne sais pas s'il avait une lunette ou un bandeau, et il a fait tomber son œil de verre dans la soupe. Il n'a plus jamais revu le producteur. Et Bertrand Tavernier en parle dans ses écrits, ça m'a toujours marqué.
On va retrouver le quatrième Borgnine. On va regarder sur Internet. On va le chercher. Il y a un autre réalisateur que Bertrand Tavernier appréciait énormément, c'était Henry Hathaway. Alors vous savez, quand Bertrand Tavernier se passionnait pour des réalisateurs, comme je vous le disais, il ne faisait pas de distinction entre ceux qui étaient déjà reconnus et acclamés, comme Ford ou Hawks, et ceux qui étaient parfois considérés comme de simples artisans. Vous savez, ça c'est très français en fait. Hein. Et malheureusement, les créateurs du cinéma ont un petit peu entretenu cette séparation entre l'auteur et l'artisan, c'est-à-dire celui qui ne signait pas ses scénarios, qui n'amenait pas l'idée. Enfin, Bertrand Tavernier, a toujours combattu cette idée-là. Et c'est la raison pour laquelle il a noué une profonde amitié avec Henry Hathaway, qui est notamment réalisateur de Niagara avec Marilyn Monroe et Joseph Cotten en 1952, et a contribué à sa réhabilitation, à faire connaître son œuvre, qui était bien plus riche que les quelques films noirs ou westerns qu'il avait pu tourner dans les années 50. En remontant jusque dans les années 30, il y a des films absolument extraordinaires d'Hathaway. Et Bertrand Tavernier le verra donc à de nombreuses reprises en France, notamment à partir de 1971, et entretiendra une relation avec lui, des échanges, des rendez-vous, des rencontres, jusqu'en 1984, dernière fois où Bertrand Tavernier a vu Henry Hathaway. Voilà. Donc cette longévité, cette force dans l'amitié, c'est véritablement quelque chose qui marque dans ce travail qu'a fait Bertrand Tavernier auprès des cinéastes. Et puis alors, puisque je vous parlais de cinéastes parfois mystérieux ou de série B, voire même de série Z, il y a Edgar G. Ulmer. Alors là, c'est pareil, c'est un nom, à mon avis, qui ne doit pas beaucoup parler aujourd'hui, qui avait fait un excellent polar dans les années 45, qui s'appelait Détour, avec un meurtre, avec le fil de téléphone, enfin un truc incroyable. Et Edgar G. Ulmer, en fait, est un réalisateur allemand qui avait débuté en 29 dans un film qui s'appelait Les Hommes le Dimanche, qui était une co-réalisation avec Fred Zinman, qui plus tard réalisera Le Train sifflera 3 fois, avec Robert Siodmak, qui réalisera des films noirs comme Les Tueurs dans les années 40. Et Edgar G. Ulmer a vite quitté l'Allemagne pour se rendre à New York et tourner énormément de films dans plusieurs langues, notamment dans le yiddish, dans les années 30, et puis dans des séries Z, BZ, dans les années 40. Avant de finir dans les productions de péplum ou de science-fiction artisanale dans les années 60 en Italie. Et Bertrand Tavernier a fait connaître ce réalisateur et a vanté tous les mérites plastiques, notamment, et narratifs de ce réalisateur qui aujourd'hui est complètement oublié. Et qui en plus, il y a beaucoup de légendes. Bertrand Tavernier raconte dans Ami américain comment Edgar G. Ulmer s'est créé des légendes, a menti, ne disait jamais vrai, et ça c'était particulièrement passionnant. Je ne savais pas du tout qu'il avait été l'assistant sur un projet inabouti. Sur moi qui ne suis pas hypermnésique. Si, je l'ai lu, absolument, ouais. Voilà. Je l'ai lu, je crois que c'est sur la Cinémathèque française. Ah ouais. Je ne savais pas du tout. Il y a plein de choses auxquelles il était mêlé, donc il ne parlait pas ou plus des scénaristes sur des films. Moi, j'ai découvert ça après sa mort. On est passé sur les trucs de Monet. Il a été tellement prolifique et il se vantait très peu qu'il passait toujours à autre chose. Donc, il ne faisait pas l'inventaire des choses qu'il avait faites jamais. Alors que moi, j'aimais beaucoup Ulmer. Non, c'est vrai, je vous confirme, il faut que je retrouve le titre, mais c'est un projet qui est resté véritablement en état de gestation. Et Bertrand Tavernier devait être à l'époque assistant, je crois. Ouais, c'est ça, ou avoir un rôle, peut-être justement un rôle, attaché près dans un truc à partie de l'aventure. Et donc, Les Pirates de Capri avait été projeté au Nickelodeon en 49. Voilà, qui était un film d'aventure bien, je trouve, d'Ulmer en plus, très bien. Et puis il y en a un autre pour qui Bertrand Tavernier avait une profonde amitié, un profond respect, c'est William Wellman. William Wellman, pareil, c'était comme Raoul Walsh, on en parlait, ou Ford. Ils font partie, on va dire, non pas pionniers, première génération du cinéma américain, comme Cecil B. DeMille ou Griffith, mais la deuxième génération, c'est-à-dire celle de ceux qui ont fait la guerre, qui sont aventuriers, et qui ont développé un vrai cinéma d'aventure, avec des préoccupations sociales et politiques qui touchaient tout particulièrement Bertrand Tavernier, puisque en même temps c'était une représentation de l'histoire américaine.
Et c'est finalement ce que Bertrand Tavernier a vraiment voulu mettre en exergue à travers ses auteurs. Ils n'étaient pas uniquement des directeurs de films, ils avaient aussi des préoccupations liées à l'histoire culturelle, des mentalités ou politiques de leur pays. Et Weinman a été l'un des réalisateurs les plus réalistes de la Grande Dépression aux États-Unis, fin des années 20, début des années 30. Ouais. Il y a des films absolument remarquables et Bertrand Tavernier les met vraiment en exergue dans son œuvre. Et Weinman avait obtenu le premier Oscar du cinéma, meilleur réalisateur, en 28. Voilà, ce qui ne nous rajeunit pas. Presque un siècle. Donc vous voyez Weinman là, sur la vignette de gauche, sur le tournage de Wings. Voilà. Et puis c'était l'un des premiers réalisateurs véritablement à tourner dans des conditions extérieures. Une nouvelle fois, Bertrand Tavernier a vraiment mis à l'honneur ce travail-là, que généralement ça se passait souvent en studio. Alors il y en a un autre pour qui il y avait, et on le voit sur l'image de gauche, vraiment une passion, c'était Bud Boetticher, qui est un des meilleurs réalisateurs de western des années 50. Il a tourné plein de films avec Randolph Scott. Et pareil, il était considéré comme un réalisateur de seconde zone. Et Bertrand Tavernier, au fil des rencontres, l'a amené en France, a fait découvrir son cinéma, a parlé de lui dans les cahiers du cinéma, ce qui était un peu une hérésie, entre guillemets. Et leur amitié s'est poursuivie jusqu'en 1987 au Festival d'Amiens. Voilà. Et Bertrand Tavernier avait beaucoup écrit sur Boetticher dans Positif. Donc voilà, une photo de gauche, moi, que j'aime beaucoup. Et puis il y a un autre dont je vous parlais, c'est Daimler Devs. Vous me pardonnerez, Madame Tavernier, mais je n'ai pas réussi à retrouver de reproduction avec crédit pour la correspondance sur la vignette de gauche. J'ai emprunté à Amis Américains pour la conférence. C'est sûrement la correspondance la plus prégnante, la plus forte, la plus belle qu'il y a pu y avoir entre deux cinéastes. Vous savez, on a parfois coutume de rapprocher Bertrand Tavernier de Martin Scorsese. Tous les deux sont des réalisateurs cinéphiles. Tous les deux entretiennent ces relations entre les cinéastes et pour la redécouverte et la transmission du cinéma américain et européen pour les deux, autant Scorsese que Bertrand Tavernier. Et avec Daimler Devs, il y a eu véritablement plus qu'une synergie, c'est vraiment une rencontre fabuleuse. Daimler Devs était un réalisateur profondément humain, qui disait vouloir filmer à hauteur d'homme. C'est-à-dire que Daimler Devs n'avait nulle prétention de faire du cinéma intellectuel ou autre, il voulait faire du cinéma par les émotions, par les sentiments. Et une nouvelle fois, on se rend compte au fil des lectures que c'est ce qui a encore touché Bertrand Tavernier. C'est-à-dire cette capacité de saisir le sentiment dans une œuvre, ce qui est le cas dans celle de Daimler Devs, qui a tourné donc Les Passagers de la Nuit avec Bacall et Bogart, qui a tourné un western absolument admirable que Bertrand Tavernier a souvent évoqué, qui est La Flèche brisée avec James Stewart en 50. Et cette correspondance, ces rencontres, cette amitié ont véritablement duré plus d'une vingtaine d'années, jusqu'en 1976, année au cours de laquelle Devs est décédé. Et on retrouve dans Amis Américains toutes ces correspondances où ils se parlent de leurs épouses, ils se parlent de leur vie personnelle. Il y a une véritable intimité qui s'est instaurée entre les deux et on apprend énormément de choses sur les deux hommes. Voilà. Donc là, vous voyez Daimler Devs avec Glenn Ford sur le tournage, je pense, de 3h10 pour Yuma, tourné en 57. Il y a eu ensuite Robert Parrish, voilà, qui est un réalisateur américain avec qui Bertrand Tavernier a tourné Mississippi Blues en 1985. Et pareil, il fait partie de ces grands réalisateurs que Bertrand Tavernier a réhabilités. Voilà, donc là, vous voyez une photo, donc déjà Bertrand Tavernier avec Parrish, donc c'est en 1985, je pense. Et ensuite, un extrait de presse, voilà. Vous voyez Bertrand Tavernier, le troisième au milieu, en fait, à gauche de la caméra. Il y a eu Jacques Tourneur également, le réalisateur de La Féline. Bertrand Tavernier appréciait tout particulièrement la capacité en fait, de Jacques Tourneur à créer un sentiment de peur, d'effroi avec l'invisible, ce qui est le cas du film La Féline avec Simone Simon tourné en 1942. On ne voit rien, mais en fait on ressent les émotions.
Et Jacques Tourneur, pardon, avait cette faculté à créer ces sentiments d'angoisse, d'insécurité à travers des films fantastiques, mais aussi des westerns et des très beaux drames. Et Bertrand Tavernier était particulièrement attaché à cela chez Jacques Tourneur. Donc Jacques Tourneur, que vous voyez sur la vignette de droite, aux côtés de Joël Macréa, je pense au tournage du Passage du Canyon en 1946. C'est un réalisateur français. Hein. Son père, Maurice Tourneur, était un réalisateur français qui a tourné en France puis ensuite aux États-Unis. Et je crois que son film était au milieu des années 40. Jacques Tourneur a tourné jusqu'à la fin des années 60. John Huston, je pense que tout le monde connaît. Tout le monde connaît le papa, Walter. Tout le monde connaît la fille, Angelica. Et je crois que tout le monde connaît John Huston. Pareil, un baroudeur, un aventurier, un homme et un cinéaste absolument extraordinaire. Les gens de Dublin, son film Le Testament est une merveille, mais il y a eu Le Trésor de la Sierra Madre, il y a eu L'homme qui voulut être roi d'après Kipling, il y a eu Moby Dick d'après Herman Melville. C'était l'homme des grandes adaptations littéraires. Et Bertrand Tavernier a distribué Promenade avec un loup et la mort, qui est un film médiéval de John Huston, qui avait tourné en 69. Personne ne voulait de ce film et Bertrand Tavernier lui a permis d'avoir une distribution dans les salles françaises. Nous l'avions revu au Saquet. C'est vrai? Génial. Et donc c'est l'homme de la couverture des Amis américains. Voilà. Donc ils se sont rencontrés la première fois au Georges V à Paris en 69. John Huston, à cette époque-là, lui, en revanche, était particulièrement acclamé par la critique et le public. Alors, il avait tourné quelques films de commande, je crois qu'il avait tourné la Bible même en 66. Mais John Huston était un réalisateur voilà, extrêmement important parce qu'il était capable d'adapter des auteurs aussi difficiles qu'Arthur Miller, par exemple, pour The Misfits, que des auteurs beaucoup plus, je dirais pas populaires, c'est pas le terme, mais des auteurs d'aventure comme Herman Melville pour Moby Dick, bien que Moby Dick ne soit pas uniquement un film d'aventure. Je vous invite à le revoir et à le relire, c'est une grande métaphore sur la condition humaine. Et puis André de Tos, dont nous parlions, Bertrand Tavernier, donc vous voyez aux côtés de Bernard Pivot, donc sur la vignette de droite, avait donc rencontré André de Tos qui était en fin de carrière en 67. Il ne tournera plus qu'un seul film qui s'appelle Enfant de salaud avec Michael Caine, qui vient de fêter ses 90 ans d'ailleurs hier, je crois. Et Bertrand Tavernier a permis la redécouverte des films hongrois d'André de Tos qu'il a tourné en 1939. Il y en a eu 6 d'un coup. C'est l'affiche que vous voyez là sur la vignette de gauche. Il y a d'abord eu un travail de redécouverte, de restauration numérique et ensuite de distribution de ces films. Et si cette rétrospective a pu avoir lieu en 2022, c'est grâce à Bertrand Tavernier qui a vraiment travaillé très dur pour voilà, remettre numériquement d'aplomb ces films dont les copies avaient particulièrement vieilli au fil des ans. Voilà. Et là, je crois que c'était pareil, une rencontre, une amitié particulièrement forte entre les deux hommes. Beaucoup de rétrospectives, beaucoup d'hommages. Voilà. Et puis il y a celui qu'on appelle le pape du pop cinéma ou de la série B, c'est Roger Corman. On le connaît surtout pour ses adaptations d'Edgar Allan Poe au cinéma. Et ensuite, il est devenu à partir des années 70 producteur, Corman, et il est encore en vie. Il est encore parmi nous, et puis il a réalisé, produit un nombre incalculable de films. Et Bertrand Tavernier était particulièrement admiratif de la manière dont Roger Corman arrivait à monter des films avec 3 francs 6 sous, des montages budgétaires pas possibles, des productions assez surréalistes. Et les deux hommes ont noué pareil une amitié très très forte. Et comment il s'appelle, Roger Corman, qui avait produit 2 films de Monte Hellman, pareil, c'est un cinéaste qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui était assez en vogue dans les années 60, un petit peu avant les westerns de Peckinpah, a distribué 2 films de ce réalisateur que Roger Corman voilà, avait produit. Ensuite, je voulais m'attacher également à parler, donc il y a Bertrand Tavernier, l'homme qui transmet, mais il y a aussi l'homme qui dénonce.
Dans Amis américains, moi j'ai été particulièrement frappé par la manière dont Bertrand Tavernier a à la fois donc rencontré, discuté, échangé et surtout réhabilité toute une série de réalisateurs et de scénaristes, voire même de producteurs, hein, qui dans les années 50 ont été victimes de la liste noire, du McCarthyisme. Vous savez, le McCarthyisme, c'est ce fameux sénateur américain qui avait pris en cible des réalisateurs, des producteurs susceptibles d'être des communistes ou d'être des agents infiltrés de l'Union soviétique. Et donc, il procédait à des interrogatoires dans le milieu du cinéma, le milieu culturel, bien évidemment vecteur de propagande, entre guillemets, et un certain nombre de scénaristes qui avaient écrit de très bons films, ou de réalisateurs, comme Abraham Polanski, comme Joseph Losey, par exemple, ont été victimes de ce McCarthyisme et n'ont plus pu tourner. Tout simplement parce qu'il y a des réalisateurs qui ont témoigné, qui ont dénoncé ou qui ont désigné. On pense notamment à Elia Kazan qui a donné une liste des 10 d'Hollywood. Et ça a suivi Elia Kazan, cette trahison durant toute sa carrière, même s'il a réalisé des films extraordinaires, comme le dit Bertrand Tavernier. Il était très attaché à l'œuvre d'Elia Kazan et a voulu comprendre pourquoi Elia Kazan avait dénoncé à cette époque-là. Et donc, dans Amis américains, Bertrand Tavernier a voulu réhabiliter voilà, un certain nombre de victimes de cette liste noire. Donc, il y a Karl Forman, notamment, qui est producteur du Champion, mais aussi du Train sifflera 3 fois de Fred Zinman, Herbert Biberman, John Barry, qui ensuite tournera en France des films avec Eddie Constantine, notamment, ou encore Abraham Polanski. Il faut savoir que ces réalisateurs, ces scénaristes ont vu leur carrière coupée du jour au lendemain. Alors certains ont pu écrire sous des pseudonymes. C'est ça, alors beaucoup de pseudonymes. Il était très attaché à retrouver qui avait écrit quoi. Exactement. Parfois certains disaient j'ai écrit ça, mais en fait j'étais caché. Ça c'était marrant. C'était vraiment l'enquête qui faisait. C'était pas évident de faire cette enquête-là. C'était pas facile, de retrouver qui avait vraiment été l'auteur, puisqu'effectivement beaucoup avaient des prête-noms en fait. Complètement. Donc, qui apparaissent au générique évidemment. Absolument. Et puis il y a même des scénaristes voilà, qui donnaient leur nom. C'est, je crois, Dalton Trumbo qui a scénarisé Vacances romaines de William Wyler avec Gregory Peck et Audrey Hepburn. Et ça, je l'ai découvert grâce à Bertrand, de la même manière. Voilà, donc on va dire que c'est quelque chose voilà, d'extrêmement important dans son ouvrage. Et puis donc le fameux Elia Kazan dont je vous parlais. Voilà, ils se sont rencontrés. Bertrand Tavernier l'a invité à l'Institut Lumière en 92. Il faut savoir que la posture d'Elia Kazan, même aujourd'hui, est très compliquée. Un hommage lui a été rendu, vous devez vous en souvenir, il y a peut-être une vingtaine d'années à la cérémonie des Oscars. C'est Tom Cruise qui devait lui remettre un Oscar d'honneur. 40 ans, 50 ans même après la trahison d'Elia Kazan, une partie du public a hué, conspué Elia Kazan, vraiment. Et pourtant, c'est l'auteur de films, de chefs-d'œuvre, au sein desquels il a essayé d'exorciser finalement cette culpabilité. Et c'est vrai que le discours d'Elia Kazan, et Bertrand Tavernier le dit très justement, est quand même très ambigu, parce qu'à la fois il avait des remords tout en assumant. C'est très particulier. Voilà. Mais Kazan a tourné des films magnifiques comme America, La Fiat dans le sang. Voilà. Donc Elia Kazan, vous voyez là sur la vignette de gauche. Cinéma américain, mais aussi cinéma français. Nous en discutions tout à l'heure avec Emmanuel Chanteur et son équipe. C'est un documentaire, et ça va même au-delà du documentaire, je trouve très réducteur d'appeler ça documentaire. C'est l'un des plus beaux voyages à travers l'histoire du cinéma français. De la même manière que Bertrand Tavernier a réhabilité les auteurs américains, il a voulu faire de même avec les cinéastes et scénaristes aussi français, des années 30 jusqu'aux années 70. Et là, une nouvelle fois, aucune distinction entre ceux qui avaient été torpillés par les cahiers du cinéma, le fameux cinéma de papa, et les auteurs plus reconnus comme les Jean Renoir, les Marcel Carné, les Jean Grémillon, et tout cela. Donc, c'est un travail extraordinaire qui a été fait. C'est un travail si extraordinaire qu'en fait, ce documentaire dure plus de 3 heures, a été décliné ensuite en série. Ça a été 6 ans de préparation, 80 semaines de montage, hein, il faut imaginer
plus d'1 an et demi de travail là-dessus pour récupérer au travers des 582 extraits les bonnes images au bon moment, pour que ça donne du sens, pour qu'il y ait vraiment quelque chose derrière, un vrai message. 94 films, 1 millier de films visionnés ou revisionnés, parce que je pense que Bertrand Tavernier les avait déjà vus plusieurs fois, et 700 documents et actualités consultées. Très honnêtement, c'est le plus beau travail d'historien du cinéma qui a pu être fait sur le cinéma français. Véritablement, on ne s'en lasse pas, on découvre des choses. Moi, j'ai encore appris, quand c'est sorti il y a quelques années, plein de choses sur les cinémas français, sur les auteurs. J'ai des lacunes, j'ai toujours des lacunes parfois sur les années 30, tout ça. On connaît les grands cinéastes, mais je connais moins ceux qui étaient un peu dans l'ombre. Et grâce à ce documentaire, ça a été une vraie redécouverte. Donc là, on voit Bertrand Tavernier. Alors, l'image derrière, c'est la Dame de Shanghai d'Orson Welles, rien à voir avec le cinéma français, mais je trouvais ces 2 vignettes vraiment très très belles. Et la série aussi. Et la série, ouais. La série aussi. Qui était 6 épisodes, c'est ça? 8 épisodes. Voyez-le, je crois que c'est disponible sur, en Blu-ray, sur les plateformes, enfin même au cinéma, il faut le voir, vraiment. Et à la médiathèque, voilà, encore mieux, juste à côté. Donc là, vous sortez, vous précipitez, non, c'est fermé. Donc demain matin. Et les amis américains aussi, super. Voilà, donc à travers ce documentaire, alors bien évidemment, je ne vais pas retracer tous les cinéastes évoqués par Bertrand Tavernier, mais pour vous donner une idée, il parlait tout autant de René Clair dans les années 30 que Julien Duvivier, moi qui est un réalisateur français que j'adore. Voici Le Temps des Assassins avec Gabin, un chef-d'œuvre, c'est une merveille. J'avais fait une conférence là-dessus à Sospel il y a une dizaine d'années, c'était génial. Voilà, Jean Renoir, Marcel Carné, Jacques Becker, donc les grands classiques du cinéma français, mais aussi les fameux cinéastes de papa, les Claude Autant-Lara, il y a Henri Verneuil. Et donc vous voyez, en fait, ils retracent véritablement à la fois les classiques jusqu'au moderne, notamment Jean-Pierre Melville, Jean-Luc Godard, bien évidemment, ou Claude Sauté, sur les choses de la vie, Max et les Ferrailleurs. Voilà. Et donc là, sur la photo de gauche, vous voyez Bertrand Tavernier. Voilà, quelques images donc, des films plébiscités et montrés dans le documentaire, donc, Le Temps des Assassins. La Bête humaine, sont des images très célèbres. Au-delà des grilles, qui est un film formidable franco-italien de René Clément avec Gabin, qui tente d'émigrer en Italie, mais finalement il n'y arrivera pas, il sera toujours prisonnier. L'Armée des Ombres, bien évidemment, avec Ventura, qui est un chef-d'œuvre absolu. Sous les toits de Paris, voilà. Le cinéma populaire des années 30, donc avant les montées du nazisme et du fascisme, on est au début des années 30. Et puis bien évidemment, je crois que c'est le film qui m'a le plus ému, les choses de la vie, mais la musique de Philippe Sard associée à la mise en scène de Claude Sauté et l'émotion de revoir Piccoli et Romy Schneider, je pense que ça joue beaucoup. Puis c'est un film très novateur, très moderne. Voilà. Sard qui a fait la musique magnifique de Coup de Torchon. Oui, absolument. Avec un Stéphane Le Rouge qui nous avait montré à Paris le début du film sans la musique, l'inauguration géniale avec Philippe Noiret sans la musique, en disant aux spectateurs d'imaginer ce qu'eux auraient mis, et avec la musique. Et là, c'était frappant à quel point la musique coécrit le film. À quel point sans la musique, ce début est génial, et beaucoup moins bien. C'est vraiment Bertrand collaborait étroitement avec il nourrissait les compositeurs, et les compositeurs le nourrissaient aussi. C'était vraiment une coécriture du film. Et c'est ça qui est très très beau, puisque les images sont porteuses de sens à travers à la fois la mélodie, la musique qu'on peut entendre, et puis le fait d'associer si rapidement, c'est véritablement l'occasion pour le compositeur d'être immergé dans le film. L'associer dès le début, comme ça, du tournage, et de montrer les premières rushs et tout ça. Et tous les réalisateurs ne font pas un certain travail de manière très même certains sans compositeur, comme Tarantino, à part des films plus récents, qui travaillent avec des playlists, quoi. C'est juste, Mais bon, cette manière de faire de la musique et du cinéma est sûrement la meilleure. Ça, j'en reste convaincu. Ah bah oui, c'est émouvant, parce que c'est des vrais duos. Voilà, Romance. Jean Gabin, Casque d'Or, Simone Signoret, et qui est acteur de Casque d'Or? Alors
arrête jeune. Bravo. Quand même. C'est pas hyper musique, mais quand même. Et puis, Bertrand Tavernier a travaillé, donc ça c'est la continuité, vous voyez, on est toujours dans ce sentiment de poursuivre, de transmettre, avec deux scénaristes parmi les plus illustres du cinéma français, Jean Orange et Pierre Bost. Voilà. Bertrand Tavernier, donc cinéaste moderne, donc son premier film en 1974, va perpétuer le travail d'écriture de deux scénaristes qui ont commencé à travailler dans les années 30-40, qui avaient travaillé pour Claude Autant-Lara, Delannoy, René Clément, Carnet et tant d'autres. Et Bertrand Tavernier va écrire avec lui ses premiers films, L'Horloger de Saint-Paul, Que la fête commence, Le Juge et l'Assassin, et Coup de torchon, que vous allez découvrir, redécouvrir ce soir. Pareil, les échanges, les correspondances qu'on peut lire entre Bertrand Tavernier et ces deux scénaristes sont absolument extraordinaires parce qu'une nouvelle fois, ça dépasse le simple cadre d'une collaboration. Il y avait véritablement un respect mutuel particulièrement fort. Donc là, vous les voyez tous les deux, donc Orange et Bost, et Bertrand Tavernier sur la vignette de droite. La photo est un peu anamorphosée. Bertrand Tavernier, donc après le travail d'écriture, donc de cinéaste, a voulu perpétuer cette tradition de continuer à faire découvrir à travers l'Institut Lumière. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des cinéastes des années 40-50 que Bertrand Tavernier a voulu réhabiliter et a réhabilité, notamment il y a Jules Dassin. Donc vous voyez l'affiche de la rétrospective des films noirs de Jules Dassin des années 40. Et pareil, une nouvelle fois, j'aime beaucoup cette photo, voilà, qui je trouve est bien représentative de Bertrand Tavernier. Ah, attendez, pardon. Ça y est, je l'ai pris. Ça y est. Ah, c'est une très belle sélection. Voilà. Donc avec Thierry Frémaux, ils ont collaboré voilà, de nombreuses années. Bertrand Tavernier a été un fer de lance pour transformer véritablement l'Institut Lumière en véritable site dédié à la culture, aux arts, au cinéma, à la cinéphilie. Donc il y a les rencontres, vous avez vu tout à l'heure, il y a des anciens et des plus récents, Kazan, Migliora Tarantino, Eastwood et d'autres. C'est un fonds patrimonial extraordinaire, donc pour tout chercheur, historien du cinéma ou amateur, il y a possibilité de découvrir des films originaux, mais aussi des documents, des archives visuelles et écrites. Ce qui est important aussi, c'est que Bertrand Tavernier a su parfaitement s'adapter à l'évolution du cinéma et à la redécouverte du cinéma classique et sa manière de le visionner. Jusqu'il y a encore une trentaine d'années, ça Emmanuel, tu me dis si je me trompe, on était encore à la bobine. 35 mm, et la plupart des films jusqu'au début des années 2000, c'est ça, grosso modo, ont été tournés donc en bobine. Il y a une détérioration au fil des ans. Aujourd'hui, ils tournent en numérique, donc il n'y a plus cette difficulté-là. Et dans les salles de cinéma, c'est directement soit par DCP, soit voilà. Et l'ensemble des films, depuis la naissance du cinéma, donc jusqu'aux années 2000, il y avait cette détérioration. Et Bertrand Tavernier, pour pouvoir les faire redécouvrir dans d'excellentes conditions, à travers l'Institut Lumière, à travers des fonds français, européens, des mécénats ou autres, il a fait remasteriser, comment dire, c'est le terme anglais, restaurer numériquement plus de 130 films, dont les copies étaient vraiment mal en point. Parfois, il manquait des images ou des séquences entières. Bref, il a fait un travail d'enquête, où il a diligenté des travaux d'enquête à travers le monde pour retrouver l'intégralité des films, leur permettre d'avoir un nettoyage complet, donc une restauration numérique, et de permettre ainsi au public d'aujourd'hui de redécouvrir les films d'hier et d'aujourd'hui. Donc l'Institut Lumière a collaboré avec les studios Éclair ou le Cinéma Retrouvé à Bologne. Si vous êtes ou si vous allez à Bologne, il faut absolument vous rendre à la Cinémathèque de Bologne. C'est comme l'Institut Lumière, c'est absolument génial, il rediffuse plein de choses, il y a un travail énorme. Du cinéma en plein air sur la place principale de Bologne en plein été. L'occasion, je crois que c'était l'année dernière, où j'étais avec mon épouse et les enfants à Bologne.